peux te faire un paquet d'oseille, hein. Le capital, c'est fou. Ah oui, ça. Les voitures, c'est foutu. Ma boîte, mon histoire. L'émission des gens inspirants qui se racontent sans se la raconter. Si je te dis ça, c'est parce que je t'aime. Francisco, donc il est chez toi le matin et chez nous le soir, mais peu importe, c'est pas grave, on peut quand même s'entendre. C'est une émission, Carlos, qui reçoit des gens inspirants qui se racontent sans se la raconter. Ouais, je sais, il y a une grosse pression là-dessus. Grosse pression là. Voilà, c'est ça. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va. Il est effectivement, je viens de finir de déjeuner. Je suis désolé, je vous aurais bien reçu dans mon studio, parce que j'ai mon studio où j'enregistre tous mes podcasts et tout ça, mais aujourd'hui c'est l'heure où c'est le jour où, de la femme de ménage. Donc d'ailleurs peut-être que vous entendrez un peu de bruit autour, donc je suis désolé. Là je suis plus chez moi quoi, en fait. C'est elle qui. C'est très bien. Donc là elle est en train de faire le ménage, donc je vous reçois dans mon salon. C'est ça. Écoute, essayez de vous inspirer dans mon salon. Et c'est plus authentique, ça nous va bien, c'est bien dans le train d'inspiration. Et puis les gens ont trop vu le cadre Silicon Carnet. Maintenant t'es devenu. Voilà, exactement. Donc c'est un peu convenu. Voilà. Donc du coup, est-ce que un nouveau décor. C'est ça. Donc on va attaquer dans le vif du sujet. Tu nous disais en off que tu étais en train de faire plein de choses avec Uncut. Et justement, Uncut, tout le monde ne connaît pas. Mais on va quand même en discuter un petit peu. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Uncut en quelques mots et d'où est partie la réflexion et un petit peu la genèse de ce projet et où tu en es aujourd'hui? C'est un projet qu'on a débuté il y a 1 an et demi, en avril 2021. Et qui a bougé beaucoup depuis justement sa création, et qui, j'ai l'impression, continue de bouger, parce qu'on est dans cette phase que vous connaissez bien, auquel aucune start-up n'échappe, que j'appelle le drunken walk, en fait, c'est-à-dire qu'on est bourré, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans la rue et on se cherche, et on ressemble un peu. Je pense que vu de l'extérieur, les gens doivent se dire, ces gens sont complètement bourrés, comme on voit un mec bourré dans la rue qui essaye de trouver le chemin de la maison. Non, au départ, c'est un projet. Moi, comme vous le savez, je suis podcasteur. J'ai un podcast qui s'appelle Silicon Carnet, qui marche très 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 bien. Et au départ, l'idée, c'était de se poser la question, comment est-ce qu'on peut rendre ce format du podcast interactif? Et puis on s'est vite rendu compte que finalement les auditeurs de podcast ils cherchaient pas d'interactivité, eux ils ont plutôt une écoute passive en fait de ce contenu-là, et qu'ils recherchaient pas forcément de l'interactivité au moment. Et d'ailleurs au moment où ils écoutent un podcast, ils sont pas en capacité d'avoir de l'interactivité. Ça se trouve ils sont en train de courir, ils sont en train de conduire, ils sont en train de je sais pas quoi faire. Attendre le métro dans les grèves. Ou attendre le métro, voilà. Donc c'est pas forcément le meilleur moment pour créer de l'interactivité. Donc grosso modo, on s'est planté, et on avait fait un prototype à cette époque-là. Et puis on a décidé de switcher vers ce nouveau monde merveilleux du Web3 pour essayer de régler un autre problème que pas simplement d'ailleurs les podcasteurs ont, mais tous les créateurs en général, qui est de déterminer des formes de rémunération, parce que on est dans un paradigme aujourd'hui où les plateformes du Web 2, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, you name it, nous ont essayé de nous mettre dans la tête que le life cycle de la création de contenu, c'est de créer du contenu gratuit, si possible le maximum, de plus en plus et de façon consistante, pour construire une audience large et éventuellement la monétiser sous forme de publicité, de sponsoring et des choses comme ça. Le problème dans cette formule-là, c'est que au-delà du fait que ça nous transforme en une sorte de hamster à créer du contenu en vue de créer notre audience, c'est que surtout ça place la monétisation très loin en fait dans ce life cycle. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire avec Uncut, c'est de changer ce paradigme-là et de placer la monétisation beaucoup plus tôt. Et donc on a créé une plateforme qui permet à des créateurs, quels qu'ils soient, pas simplement des podcasteurs, de mobiliser leur communauté pour et de leur transférer de la propriété à travers un token sur la blockchain, qui peut être par exemple un digital membership d'abord. Et donc ça leur permet d'accélérer l'accès au capital en vue de créer du contenu avec eux. Et ce qui est très intéressant, et quand je dis ça continue de bouger aujourd'hui, c'est que la nouvelle version sur laquelle on travaille aujourd'hui sur Uncut, c'est de ne même pas plus parler de communauté, mais véritablement de parler de collectif. C'est-à-dire que
J'ai fait cette expérimentation moi-même avec Silicon Carnet. J'ai créé un Uncut, j'ai minté plein de tokens et de NFT et que ma communauté me fait l'honneur, le plaisir et le bonheur d'acheter régulièrement. Et en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est que une partie des revenus que je génère à travers ces tokens, de les mettre dans une sorte de trésorerie collective qui va nous permettre de produire des contenus, mais de les produire ensemble. Et donc, Uncut, c'est cette plateforme qui permet aux créateurs de contenu de créer ces tokens en vue de lever de l'argent, finalement, et de créer une communauté autour de ces tokens et de réfléchir avec cette communauté à quel contenu est-ce qu'on va créer demain. Alors, si je peux appliquer un conseil que tu nous as souvent prodigué, si j'avais 4 ans et demi et que tu devais réexpliquer ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui... Ah, c'est trop compliqué. C'est très compliqué. Non, il a pas dit que c'était une IPO pour les indépendants. Je suis d'accord. Pour la Creator Economy. Non, est-ce que tu peux super simplifier? Moi, ce que j'entends, c'est que, ok, tu as un podcast qui marche bien. Déjà, qu'est-ce que veut dire un podcast qui marche bien? Parce que moi, quand j'ai 100 écoutes, juste, je sors la bouteille de champagne. Donc, c'est quoi aujourd'hui les audiences d'un podcast qui marche bien et que tu peux commencer à monétiser, puisque tu as parlé très vite de monétisation. Voilà. En France, on monétise pas un podcast. On fait du contenu pour du contenu. Ouais, vous faites le jeu des plateformes, hein, c'est-à-dire que les plateformes, elles ont besoin de contenu et elles ont trouvé des couillons pour faire du contenu, c'est nous. Et en échange, on n'a pas grand-chose. Mais quand tu dis que ça marche bien, c'est quoi pour toi l'audience? Alors, Silicon Carnet, ça fait à peu près 20 000 écoutes par mois. Ok, non, mais c'est important de le dire. Entre 20 et 30 000 écoutes par mois. Sur combien d'épisodes à peu près Sur 4 épisodes par mois. Sur 4 épisodes. Ok, donc ça veut dire que chaque épisode, tu as en moyenne 5 000 personnes qui t'écoutent. Il y a de la réécoute, il y a du back catalogue. Oui, et puis il y a du back catalogue. C'est important de mettre des chiffres et de donner un level. Mais si je devais monétiser avec les modèles de monétisation que me propose la Creator Economy aujourd'hui, je gagnerais 500 balles par mois. D'accord. Et tu disais ensuite que effectivement tu avais trouvé une façon de monétiser, que on va y venir après sur tokeniser ces podcasts, mais tu expliquais aussi que tu avais une communauté. Cette communauté, est-ce que tu peux en parler un peu plus? C'est quoi une communauté pour toi aujourd'hui et elle vient d'où? Quand tu as un podcast, tu as une audience, tu n'as pas une communauté. C'est ça. La différence entre une audience et une communauté, c'est l'orientation des chaises dans la salle. Si toutes les chaises sont orientées vers la scène, c'est une audience. C'est-à-dire que tu as un groupe de personnes qui écoutent un individu sur scène. Une communauté, les chaises, elles sont en cercle et les gens s'écoutent et se parlent. Et donc ça, c'est quand je dis que j'ai une communauté, c'est que grâce à ces tokens, j'ai pu identifier parmi mon audience les gens qui ne sont pas simplement là pour écouter, mais qui ont envie de participer à ce que je fais et qui surtout ont envie de découvrir qui sont les autres auditeurs et de discuter avec eux. Parce que là, ça a été une grande découverte, c'est que ces tokens m'ont permis de mettre un nom sur les gens qui m'écoutent. J'en connaissais quelques-uns, mais ça a été une vraie découverte. Je ne connais pas les 5000. Ces tokens permettent d'identifier dans ton audience qui sont tes super fans. C'est-à-dire vraiment des gens qui ont envie d'aller au-delà de simplement écouter ton contenu. Donc, j'ai pu les identifier grâce à ces tokens, j'ai pu discuter avec eux et j'ai pu les mettre ensemble dans un groupe. Ça se passe sur Uncut. Okay. Et ce qui est très intéressant de ce que j'ai découvert là-dedans, c'est que ces gens-là n'ont pas forcément envie de discuter que avec moi. Ils ont envie de discuter entre eux. Je suis un peu comme celui qui organise la soirée, quoi, en fait. Au bout d'un moment, les mecs sont là dans la soirée en disant, mais by the way, c'est qui a organisé la soirée? Personne ne sait, quoi, en fait. Donc, en fait, l'intérêt, c'est de se parler entre eux. Ok. Et du coup, c'est intéressant de revenir sur ce que c'est un token, parce que moi, je pensais qu'un token, c'est un truc que tu achètes et puis après, éventuellement, ça prend de la valeur et je peux le revendre plus cher. Mais quand je t'écoute, un token, c'est quelque chose qui va me donner la possibilité de parler avec d'autres personnes ou avec toi. Donc, c'est quoi le token pour... c'est ce qu'il y met. Non, mais c'est pour les gens qui savent pas ce que c'est. Pour les gens, c'est j'achète quelque chose qui va prendre ou perdre de la valeur, qui va être potentiellement sur OpenSea. On s'en fout de ça. Non, mais on s'en fout. Ouais. C'est ce que les gens ont dans la tête quand même, Carlos. Ouais, c'est ce que les gens ont dans la tête il y a ça, c'est-à-dire que ça, c'est vrai dans
tout ce qui est digital art, c'est-à-dire tout ce qui est voilà, il y a un tableau de Sansfourche, je l'ai acheté, je sais pas il y a combien d'années. En fait, bah, c'est pareil quoi, le digital art. Je sais pas combien est-ce qu'il vaut aujourd'hui, mais Sansfourche il est mort depuis que je l'ai acheté, et je suppose que la valeur de ce Sansfourche a dû augmenter depuis que je l'ai acheté. Ça, on connaît ça dans le domaine de l'art, et finalement, les NFT ont répliqué exactement le même modèle de façon digitale, c'est-à-dire que on peut créer exactement le même mécanisme de collection de valeurs et d'échange, pas simplement pour des trucs physiques, mais aussi pour des trucs digitaux. Mais c'est pas que ça, les NFT. J'ai envie de dire que n'importe quel art digital devrait être un NFT. Okay. Ça, c'est sûr. Ça, c'est évident. Parce que, voilà. Mais par contre, tous les NFT ne sont pas de l'art digital. Donc, dans le cadre de ce que moi, je suis en train de dire, bien évidemment, si tu vas sur siliconcarnet.uncut.fm, qui est ma page sur laquelle j'ai ces tokens, ils sont visuellement attrayants, bien évidemment. Mais la valeur n'est pas dans l'image. Elle est dans les services qui sont associés à chacun de ces tokens-là. Et donc, je dis à mon audience, acheter ce token, c'est une carte d'accès. C'est voilà, c'est une clé qui vous donne accès à, en l'occurrence, une communauté où il y a les autres auditeurs. Et tout d'un coup, vous allez pouvoir discuter avec moi, pouvoir parler avec vous, mais surtout, vous allez pouvoir parler entre vous. Et justement, à partir du moment où tu crées ce collectif, ben, il peut se passer des choses super intéressantes. Tu viens de dire un mot intéressant, tu viens de dire collectif. Excuse-moi, parce que je veux revenir à des choses que j'ai lues, que tu as écrites il n'y a pas longtemps et que tu as dites aussi. Tu as parlé du passage de attention economy à intention economy, un truc dans ce genre. Où, ouais, voilà. à la communauté. Et justement, tu viens de parler de collectif et tu vois dans le collectif une sorte de noyau dur au sein de la communauté qui elle-même dépend est issue de ton audience. Comment est-ce que tu vas jusqu'à là et comment est-ce que tu théorises ce truc? Est-ce que c'est juste une théorie? Est-ce que c'est vraiment non, c'est ce qui se passe. Les fans d'eux? Comment c'est? Ouais, en fait, je pense effectivement qu'on est en train on sort d'une ère qu'on a appelée la attention economy, où grosso modo, le jeu, c'était de créer des audiences les plus importantes possibles pour monétiser l'attention. C'est-à-dire, j'ai 1 million de followers sur Instagram, donc je vais pouvoir faire du placement de produits et je vais monétiser mon attention, ce following que j'ai sur Instagram, TikTok, YouTube, peu importe. Et je pense ça marche plus. Pourquoi? Parce que, ça va marcher de moins en moins. D'abord parce que cette attention, on a compris qu'elle était presque fake. C'est-à-dire que c'est facile d'acheter des followers, et c'est pas parce que tu as 1 million de followers que ils sont véritablement engagés. C'est un peu comme les reviews sur Amazon, quoi. Il y a eu plein de polémiques par rapport à ça, où tout le monde s'est dit, ouais, mais attends, parmi les reviews, il y a plein de fakes qui donnent, ou sur la fourchette, par exemple, pour les restaurants, ou des choses comme ça. Donc, on voit bien qu'on est à la limite, en fait, de ce système-là. Et je pense qu'on va passer sur un nouveau modèle que j'appelle l'intention economy, qui n'est pas combien de personnes voient ton message, mais combien de personnes sont véritablement à même de faire une action pour toi. C'est-à-dire d'avoir une véritable intention pour toi. Et ça, on en est au tout début. Et le Web3 et ses tokens permettent de matérialiser finalement ces intentions. Pourquoi? Parce que ça permet peut-être de aligner aussi les intérêts, tu vois, entre toi et ces gens-là. Je vous donne un exemple. Et donc, c'est là où je vais d'audience à communauté jusqu'à collectif. Une audience, c'est des gens qui t'écoutent. Une communauté, c'est des gens avec qui tu parles. Et un collectif, c'est des gens avec qui tu fais quelque chose. OK? Donc, typiquement, sur mon podcast, je prends mon exemple de Silicon Carnet, j'ai, comme tu le dis, à peu près 5000 personnes qui m'écoutent pour chaque épisode. OK. J'ai créé une communauté avec eux. Alors, je l'ai matérialisé sous forme de token. Je leur ai donné une carte d'accès. Si tu veux accéder à la communauté, tu prends ton token et tu accèdes à la communauté qui s'appelle l'Hacienda, en l'occurrence, et qui se matérialise très
très bêtement sous la forme d'un groupe WhatsApp où il y a des conversations déchaînées tous les jours, en fait, dans lesquelles, auxquelles je participe de temps en temps, mais très honnêtement, ils n'en ont rien à foutre que je sois là, quoi, j'ai l'impression. Ce qui est très bien d'ailleurs, parce que ça évite de me prendre du temps. Donc ça, c'est ma communauté. Et puis, il y a l'étape d'après, qui est mon collectif, où par exemple, je vous donne l'exemple, j'ai dit à ma communauté, donc ça, le collectif, il ne marche parce que tu vas la trouver qu'à l'intérieur de ta communauté. Je leur ai dit, il y a quelques mois, voilà, je m'apprête à lancer la saison 4, ok, de Silicon Carnet. Mais cette saison 4, j'ai besoin de vous pour la mettre sur pied. Donc, je vais créer 50 tokens, pas plus, hein, tu vois, j'ai 5000 auditeurs, plus de 250 personnes dans ma communauté. Et là, je crée 50 tokens où je dis qui sont vendus entre 100 et 500 balles. OK? Et je dis, ben voilà, vous achetez ce token. Moi, ça va me permettre de lever de l'argent. Donc, c'est du crowdfunding, hein, pour permettre de réaliser la saison 4 de Silicon Carnet. Parmi cette saison 4, il va y avoir plein de NFT qui vont être créés. 25% du revenu de ces NFT sera partagé avec les 50 propriétaires de ces tokens. Donc, grosso modo, ces gens-là m'aident à créer la saison 4. Donc, c'est véritablement un collectif. Et ils participent à la création de la nouvelle saison de Silicon Carnet. Mais ils ont un intérêt financier, en tout cas un alignement d'intérêt avec moi, puisqu'ils sont pratiquement stakeholders, quoi, en fait. Ils sont mes coproducteurs, quelque part, de mon émission, puisqu'ils vont toucher 25% des revenus de la saison 4. Alors. Ça, c'est ton collectif. C'est différent. Donc, tu peux très bien, et tu peux passer, en fait, de ces groupes de l'un à l'autre sans que ce soit véritablement un problème. Tu peux être dans l'audience, t'as pas besoin de token pour écouter mes émissions, tu peux les écouter sur Spotify, Apple Podcast, il y a aucun problème. T'achètes un token, t'accèdes à la communauté, et t'es dans la communauté, et puis moi je vais proposer des projets à cette communauté, et leur proposer d'être partie prenante dans ces projets, et de co-créer ces projets avec moi. Et à ce moment-là, c'est un autre token, avec d'autres droits associés. Et là-dessus, c'est infini, tu peux créer plein de trucs. Je te donne un exemple. Ce que je fais, par exemple, c'est que moi, je passe énormément de temps. Un épisode de Silicon Carnet, c'est entre 10 et 12 heures de travail, dont 5 à 6 heures de recherche. Moi, je suis un littéreux, je rédige tout. OK? Chaque fois que je fais un épisode de Silicon Carnet, je crée un NFT correspondant. T'as pas besoin du NFT pour écouter l'épisode, on est d'accord? Mais si tu achètes le NFT de cet épisode, tu as accès à toutes mes notes, parce que très honnêtement, je ne restitue que 40% de ce que j'ai, sur quoi j'ai travaillé. Donc tu écoutes l'émission, tu dis putain, elle est géniale. Sache que moi, j'ai tout rédigé. Il y a beaucoup plus d'informations avec des liens et des trucs comme ça. Voilà. Donc je te donne. Si tu achètes le NFT, tu as accès en fait à cette information complémentaire que je ne peux pas restituer dans le temps de l'épisode. Donc tu as accès à ce contenu-là. Et en plus, je te fais une intro aux invités de mon podcast. Ouais. Donc en gros, grosso modo, le NFT, t'en as pas besoin pour écouter l'émission, mais il te donne accès à de la valeur supplémentaire. Et est-ce que le fait c'est quelque chose qui t'appartient. Et c'est quelque chose qui t'appartient. Ça veut dire que si demain tu veux le revendre, libre à toi de le revendre à quelqu'un d'autre. Oui, alors deux questions. Déjà, si tu le revends à quelqu'un d'autre, ok, on aura accès à tes notes, mais on n'aura pas accès à l'introduction aux invités. Donc il y a quand même une instantanéité dans le NFT. Ouais. Un truc où tu l'acquiers et donc tu as une sorte de golden ticket pour un moment. Oui, il y a des services qui sont des consommables. Voilà, c'est ça. Une fois qu'ils sont consommés, même pur. Voilà. Mais est-ce que le fait d'avoir passé ton podcast d'une audience à une communauté, à un collectif, ça te permet de mieux le valoriser auprès d'annonceurs, auprès de gens ou d'invités, ou de gens qui voudraient payer? Non, mais surtout, ce que ça me permet de faire, c'est justement de dire, et ça, c'est une grande fierté, c'est que Silicon Carnet est produit par ses auditeurs. C'est-à-dire que moi, je dis, grâce à cela, je n'ai pas d'annonceur, je n'ai pas de sponsor, je suis pas obligé de faire de la publicité et de vendre des matelas dans Silicon Carnet pour Casper. Tu vois, j'ai plus besoin de faire ça. Pourquoi? Parce que ma communauté et mon collectif me permet de financer
la production de Silicon Carnet. Et ta communauté n'est pas en attente de revenus, elle est en attente de valeur, Il peut avoir de des revenus. contenu, d'expérience, Ouais, là, mais dans un, exactement, elle là, n'a pas atteint un elle a- revenu cher. Oui, c'est ça. Et aucun propriétaire de NFT de Silicon Carnet se dit je vais devenir riche avec le NFT de Silicon Carnet. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver, oui, ça pourrait arriver, mais très honnêtement, moi je dis à tous les gens qui achètent un NFT de Silicon Carnet, misez pas là-dessus pour acheter votre prochaine maison. Non, mais ça pourrait arriver si j'étais un créateur beaucoup plus connu. Moi, je suis un nobody. Hein. C'est un petit podcast. Hein. Et si je compare, je ne sais pas si tu connais Johan qui a créé Snowball, qui lui a Non, monté je sais pas. il a monté sa communauté, c'était le CTO de Comet avant, pendant le confinement, il a Oui. monté une newsletter sur les finances perso, donc vraiment un truc, et puis comme Ah on oui, avait j'ai rien entendu à parler de foutre, ça. pendant le Ouais. confinement, tout le monde a suivi un peu sa newsletter, Oui, il a oui, oui. transformé en newsletter payante, Ouais. et 80% de son audience, pour le coup, a suivi, il a créé une communauté, et il a réussi à faire une levée de fonds. Moi, quand il m'a contacté, je me suis dit, waouh, la valo est dingue, et t'as rien, il n'avait pas d'équipe, pas de produit, juste une vision, mais il a levé très très vite avec sa communauté, donc il a financé son projet avec sa communauté. Aujourd'hui, il a effectivement ce que tu décris, ce collectif qu'il a créé à travers une plateforme de gens qui accèdent parce qu'ils ont investi dans sa boîte. Et qui vont pouvoir échanger entre eux, donner des tips, etc. Est-ce que demain, si tu imaginais une levée de fonds, tu penses que ta communauté te suivrait et du coup pourrait valoriser ces NFT, pourrait se dire tiens, je vais faire un business avec Carlos, je vais devenir associé de Carlos. C'est un petit peu ce qu'il fait, mais saison par saison, là. Je le fais saison par saison ou même projet par projet. Ok. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans tout ce que tu viens de dire, ok, c'est que moi je fais exactement la même chose, mais je n'ai pas incorporé de boîte, je n'ai pas de statut, je n'ai pas signé de contrat avec les gens et je n'ai même pas de compte en banque. Tu vois, c'est ça la grosse différence en fait. C'est-à-dire que lui, il a ce qu'il a fait. Il a une boîte qui est incorporée, il a créé un capital social, il a des statuts, il a levé des fonds, c'est-à-dire qu'il a payé des avocats, des machins, des trucs comme ça. Moi, je fais tout ça sans tout ça, quoi, en fait. C'est-à-dire que c'est le smart contract de mes NFT qui gère, en fait, tout ça. Mon compte bancaire, c'est mon crypto wallet. C'est-à-dire que quand tu achètes des NFT, l'argent, il va dans le crypto wallet, le mien, et en plus, je peux même le partager entre différents crypto wallets. Et j'ai pas de compte bancaire, j'ai pas rien, j'ai rien incorporé. Tout ça est complètement seamless, comme disent les Américains. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin. Hier, je réfléchissais, je me disais c'est pas Uncut qu'on aurait dû s'appeler, c'est Uncorp. Mais c'est pratiquement ça, quoi. En fait, et je pense que on va voir émerger des organisations online qui s'affranchissent en fait des modèles d'incorporation traditionnels qu'on trouve dans la vraie vie. Je suis très admiratif par rapport à l'histoire que tu racontes et tout ça, mais moi j'ai pas envie de m'emmerder avec ça. Non, mais j'ai pas envie de créer j'ai pas envie j'ai pas envie de ça. Silicon Carnet, c'est juste un projet. D'accord. Mais après, c'est quand même important de dire aux gens qui nous regardent que on peut pas vendre des NFT par centaines de milliers et pour des millions d'euros sans structure juridique et juste avec un wallet. Il peut ? Si, tu peux. Si, tu peux, mais après, non, il y a absolument aucun problème. Tu peux très bien créer des NFT, les vendre, toucher de l'argent sur ton crypto wallet. Le truc, c'est que ce que tu ne peux pas, c'est ne pas le déclarer au fisc. Oui, c'est ça. Non, mais il y a quand même. Bien sûr. Tu peux ne pas être en société. Quoi. À la fin de l'année, le résultat de ces ventes de crypto, je le déclare à mes impôts. C'est-à-dire que je déclare mes wallets. C'est-à-dire que je dis aux impôts, j'ai tant sur ce wallet, tant sur ce wallet et tant sur ce wallet. Et je suis imposé dessus, bien évidemment. Tu n'échappes jamais à l'impôt. Il ne faut pas chercher à échapper à l'impôt. Quand tu parles de tout ça, on entend évidemment décentralisation, désintermédiation, retour du pouvoir, côté très démocratique, très je vais donner, je vais remettre tout ça entre les mains de ma communauté et des gens qui participent. Ce changement de paradigme, est-ce que c'est vraiment l'avenir de tous ceux qui sont et qui se réclament aujourd'hui de la creator economy, ou est-ce que, comme on vient de le voir, il y a encore un avenir
intéressant dans les vieux modèles que peuvent être l'abonnement l'intermédiation par des grosses plateformes. Tu vois, ceux qui aujourd'hui ont des communautés de millions de gens sur une plateforme, je pense à des influenceurs sur Instagram par exemple, est-ce qu'un jour ils ont vocation, ou est-ce que toi tu perçois un moment que tout le monde aura intérêt à s'affranchir de ça, ou est-ce qu'il y a des limites quand même au raisonnement? C'est tout le pari qu'on fait nous, c'est-à-dire effectivement, après la question, c'est inévitable. Je pense que aujourd'hui les plateformes, elles ont un pouvoir qui est trop important, et que ceux qui créent de la valeur ne touchent pas la valeur de ce qu'ils créent, ou en tout cas pas suffisamment. Alors les plateformes essayent de redistribuer une partie de cette valeur, mais elles redistribuent des queues de cerises. Et donc ça, c'est pas tenable. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je pense qu'il y a des gens, et des gens un peu plus innovants, des early adopters, qui eux font le saut vers ce que je suis en train de décrire, et de se dire j'utilise les plateformes. Moi, mes podcasts sont toujours diffusés sur Spotify et Apple Podcasts. Ça, c'est pour la distribution, c'est merveilleux, ça me donne du reach. Mais quand il s'agit de monétiser, je ne veux absolument pas utiliser ces plateformes pour ma monétisation. Je veux être capable de gérer ma propre monétisation. La grosse différence avec le monde d'avant, c'est que, et je pense que ça c'est subtil et les gens ne le comprennent pas. C'est-à-dire que tu parles par exemple d'abonnement, de trucs comme ça. En fait, sur Internet, vous n'êtes propriétaire de rien. Mais c'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à louer des choses. Imaginez que, moi je donne souvent cet exemple-là, c'est imaginez que votre garde-robe, tes fringues, ok, imaginez si vous les louiez en fait aux Galeries Lafayette. C'est-à-dire que tu as une garde-robe, alors tu peux tout prendre, mais rien, tu n'as aucune fringue qui est à toi. Demain, ça veut dire que Galeries Lafayette peut décider, enfin je prends Galeries Lafayette, j'ai rien contre Galeries Lafayette, le printemps, ça existait ces business. Hein. Voilà. Et ben imagine que demain, parce que je sais pas, t'as dit un truc qui leur a pas plu, et ben demain on t'enlève toutes ces fringues là. Et donc t'es à poil quoi en fait, quoi. Tu peux plus t'habiller quoi en fait. On est dans cette situation là aujourd'hui sur Internet à peu près avec tout. Et donc quand tu fais un abonnement Netflix ou même le mec là en question, tu parles qui vend de l'abonnement, mais tes utilisateurs ne sont pas propriétaires de cet abonnement. Moi quand je fais un NFT, je transfère la propriété à mes utilisateurs et ensuite ils en font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien, c'est un objet, quand on possède un objet, si je possède cette tasse, je peux l'utiliser pour boire du café, je peux la prêter à quelqu'un pour faire un café à quelqu'un d'autre, je peux la donner à quelqu'un, je peux la revendre, ou je peux la casser et la détruire et dire cette tasse n'existe plus. Avec quoi tu peux faire ça aujourd'hui sur Internet? Avec rien. Le seul truc que tu peux faire ça, c'est un nom de domaine. C'est le seul truc qu'on possède aujourd'hui sur Internet. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de dire aux créateurs, ce que je viens de t'expliquer là, c'est-à-dire de transférer la propriété de ce que tu crées à des gens, et donc de faire une transaction, de la monétiser, je te dis pas ça de le faire gratos, mais de donner l'entière propriété de ça à des gens, on te permet finalement de le faire. Donc moi, si je veux donner l'accès à l'Hacienda, par exemple, l'accès à l'Hacienda, il n'est pas éternel, il est pour 2022-2023. Mais si demain, dans l'Hacienda, toi, tu as acheté en fait ce ticket qui te donne accès à l'Hacienda, tu dis, mais Carlos, il raconte que des conneries, j'en ai plein le cul de Carlos, en fait. Tu prends ton token et tu le détruis, tu dis, voilà, je le détruis, personne n'aura accès à l'Hacienda parce que vraiment, il y a que des cons dans l'Hacienda. Ou alors, tu peux le vendre à quelqu'un et moi, je n'ai strictement rien à dire. Et donc, j'ai une nouvelle personne qui va se pointer dans l'Hacienda et c'est pas moi moi, je lui ai pas vendu. Tu vois? Mais toi, donc, tu peux fermer l'Hacienda. Mais attends, dans le même ordre de question, est-ce que ça peut aller jusque... C'est pas le choix que tu as fait, mais est-ce que ça pourrait, idéologiquement... Je peux pas fermer l'Hacienda. Je peux pas fermer l'Hacienda. L'Hacienda, encore une fois, c'est un groupe WhatsApp. Et il vit sans moi, quoi. Tu vois. D'ailleurs, je ne pas tous les jours. Tu pourrais pas supprimer ce groupe. Tout le monde peut le détruire. Il y a des amis. J'ai mis plusieurs admins, quoi, en fait, dans ce groupe WhatsApp. Mais typiquement, si j'avais fait ça dans le Web3, par exemple, sur une plateforme Web3, non, personne ne pourrait le détruire à la butte. Est-ce que potentiellement, idéalement, dans ta vision d'avenir, est-ce que tu irais jusqu'à des droits, des smart contracts sur la gouvernance d'un projet? Mais complètement. Moi, ce que je veux faire, et c'est ça la prochaine version de Uncut, c'est de dire, je vous vends des tokens. Ok, donc je suis le créateur, je suis celui qui crée des choses. J'en transfère la propriété, vous l'achetez.
mais 50% ou même plus, 80% de l'argent en fait que vous payez, je veux mettre ça dans un community wallet, okay, qui n'est pas à moi, qui est le community wallet de l'Hacienda. C'est pas mon argent. Moi, j'en touche que 20%. D'ailleurs, tu sais, c'est le modèle des fonds. Hein. 80% est investi et 20% c'est les management fees. Ben moi, je vais toucher les management fees. Je suis celui qui manage la communauté. Je suis le créateur. Donc, je garde 20% pour moi. C'est normal. C'est moi qui crée le contenu. C'est moi qui fais des choses et c'est moi qui suis à l'origine des projets. Mais 80% de l'argent qui est généré par la vente de ces NFT va dans un community wallet et que la gouvernance de ce community wallet, il appartient à l'Hacienda. C'est-à-dire que si l'Hacienda veut faire une énorme soirée à Paris avec de la tequila et des tacos, et que la communauté a choisi que c'était ça le projet, et qu'ils allaient utiliser cet argent-là pour ça, très bien. Moi, j'ai strictement rien à dire. Okay. En fait, c'est le collectif qui décide. Et du coup, c'est important quand même de dire que Uncut, c'est pas juste le nom que tu donnes à tout ce que tu as monté autour de ce podcast, mais c'est la possibilité à d'autres de faire ça, parce que tu l'as pas dit. N'importe qui peut aller sur uncut.fm et créer ce que bientôt on va appeler là dans les jours qui viennent un collectif, qui pour l'instant s'appelle une communauté, commencer à minter ces tokens complètement gratuitement, distribuer ces tokens auprès de sa communauté, commencer à enregistrer des transactions sous forme de crypto et faire ce qu'ils veulent avec ces cryptos. Ça, tout le monde peut aller sur uncut.fm et faire ça. Et le point de départ, c'est de la création. Et c'est gratuit. Et le point de départ, c'est de la création de podcasts uniquement, ou est-ce que tu permets de... Non. Ce soir, je pourrais mettre cette vidéo sur Uncut. Bah, bien sûr, tu peux mettre cette vidéo sur Uncut. Ça peut être n'importe quoi. On a des gens, on a des DJ qui utilisent Uncut, par exemple, pour proposer à leur communauté des nouvelles créations ou proposer des projets à leur communauté en disant j'ai l'idée de créer un album, machin, nanana, je vous offre, je vais créer un token. Et j'ai besoin de 100 personnes pour m'aider à créer cet album avec moi. Si vous avez ce token, vous allez participer au processus de création de cet album et vous allez être les premiers à voir la musique ou venir en studio, tu vois, ou je sais pas quoi. En fait, ça peut être n'importe quoi. Tu peux créer une page Uncut et commencer à créer ta communauté. Si tu fais, je sais pas moi, des board games, n'importe quel créateur. Du macramé, j'ai vu un mec qui faisait du macramé, qu'en fait, pourquoi pas, quoi. Allez, je fais ma pub, moi j'ai lancé la Ponycorn Academy, je sais pas d'où vient cette idée de Ponycorn. Ah, très bien. Je ne sais pas. Voilà, c'est très étonnant. Bizarre. Je crois qu'elle vient d'un mec qui s'appelle Carlos de la Silicon Valley. Bref. Et est-ce que cette académie, c'est juste un bootcamp auquel les gens participent? Et d'ailleurs, j'ai réuni tous ces gens-là sur Slack pour qu'ils continuent à échanger, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, je pourrais imaginer mettre la Ponycorn Academy sur Uncut? Ce que tu pourrais imaginer surtout, c'est de dire à cette communauté, à cette Ponycorn Academy, en fait, c'est de te poser la question de qu'est-ce que tu peux créer pour eux et qu'est-ce qui serait intéressant comme propriété à transférer à ces gens-là. Tu pourrais très bien dire, par exemple, je sais pas, demain, par exemple, la Ponycorn Academy, c'est peut-être, il y aura peut-être un coût, c'est peut-être je sais pas ce que c'est, c'est peut-être une formation, etc. 4 semaines. Bon, voilà. Par exemple, je te donne un exemple. On pourrait très bien dire, voilà, je vais créer un token pour les fondeurs de la Ponycorn Academy. Ok? Bon, tu lui fais un visuel sympa et surtout, tu crées des bénéfices. Parmi les bénéfices, je sais pas, il y en a peut-être que 100, quoi, en fait, de ce truc. Il y a 100 fondeurs de la Ponycorn Academy. Et parmi les bénéfices, tu as un token qui donne une formation de la Ponycorn Academy à un prix, tu vois, moins 50%. Je veux dire, défiant toute concurrence. Mais tu vas le airdropper à ces 100 membres. Tu vois, c'est-à-dire que eux vont recevoir un autre token qui est en fait un pass, tu vois, pas cher, en fait, que eux vont vendre à leur propre réseau ou qui donner à leur propre réseau parce qu'ils ont participé, parce qu'ils ont fait partie des founding members. Donc c'est intéressant parce que toi, ces 100 premiers tokens vont te permettre de lever un peu d'argent pour mettre au point la Pony Academy, la Ponycorn Academy, et en plus tu vas transformer tes premiers token holders, en fait, les gens, les premiers 100 propriétaires, ils ont un intérêt financier quelque part. Ils ont quelque chose qui a de la valeur et qu'ils possèdent et qu'ils peuvent transférer, revendre, donner à qui ils le souhaitent
sans avoir à te demander la permission. Bah, ça, comment tu fais ça aujourd'hui sur les plateformes traditionnelles? C'est impossible. Bon, bah, go. T'as dit la nouvelle version et on lance la Phonicorn. Attends-toi à voir ça arriver très très vite. T'as dit un truc, t'as dit un autre truc qui est récemment, tu dis beaucoup de choses. Parmi les changements de paradigme et parmi les nouveaux trends, il y a eu cette grande démission et le fait que tout le monde essaie de construire par-dessus sa tronche et ses expériences, ses expertises, son propre business, le côté solopreneur, etc. Et j'ai vu faire surface ce mot que tu as utilisé d'hyper freelance, si je ne m'abuse. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un mec avec 50 personnes qui font pour lui. Non, pas du tout. C'est l'idée de l'hyper-freelance ou de l'hyper-freelancing. D'abord, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est un concept qui est en train de naître ici dans la Silicon Valley. On connaît tous le modèle de freelance. Le problème du modèle de freelanceur, c'est que il n'est pas scalable, puisque tu vends ton temps. Tu vends, c'est-à-dire que tu vends ta compétence avec un taux de journée, et voilà, et on a tous que 24 heures dans notre journée. Donc le modèle de hyper-freelancing, il est des freelanceurs qui ont essayé, qui commencent à créer autour de leurs talents et de leur expertise des produits ou des modèles économiques qui sont scalables. Alors l'exemple type assez simple, c'est de dire, imagine, j'ai une super expertise, je vends mon temps, je suis un consultant hyper renommé, mais j'écris un bouquin. Bon, même si je travaille pas ou que je dors, mon bouquin, il se vend toujours. Donc ça peut être un bon exemple en fait de hyper freelancing. Mais on voit aujourd'hui des freelanceurs faire ça, c'est-à-dire de matérialiser en fait leur savoir sous forme d'un livre, d'une YouTube vidéo, de tout un tas de choses, oui, des MOOC, des formations. Où leur présence n'est plus obligatoire, ce qui crée un stream de revenus qui est complètement décorrélé de ta capacité de travail, une sorte de passive income, quoi, quelque part, qui se crée. On voit aussi des freelances créer des outils, des produits, c'est-à-dire que par exemple, tu es, je sais pas moi, un directeur financier. Tu es freelanceur, donc tu vas faire du CFO part-time dans des startups, ok. Tu vas écrire un bouquin sur le contrôle de gestion, je dis n'importe quoi. Mais tu t'es rendu compte que toutes tes startups te demandent toujours le même, template, machin IA, et tu vas fabriquer un outil. Ça peut être ne serait-ce d'ailleurs qu'un Notion ou un Excel sheet super avec des macros, bidules, etc. Et tu vas le vendre sous forme de produit, comme un software as a service. C'est la productisation, en fait, tout ce que tu peux faire. Ouais, c'est-à-dire c'est la capacité pour un individu freelanceur de créer autour de lui un stack de produits ou de contenus qui lui permettent de générer des revenus sans qu'il ait forcément à travailler. Et pour faire le lien avec ce que je disais avant, j'allais dire. Voilà, donc tu peux très bien imaginer non seulement créer des produits, mais aussi créer une communauté, c'est-à-dire autour de toi. Et c'est là que tu vas utiliser, encore une fois, ces tokens et ce genre de choses-là pour donner l'accès en fait à cette communauté, ou voire même, tu vois, ton bouquin dont je parle. C'est compliqué de créer un bouquin, ça demande du temps, ça demande du capital, etc. Tu peux très bien créer un token en disant à ta communauté, à ta première communauté, aidez-moi à fabriquer ce bouquin. Et si vous avez ce token, vous allez toucher une partie de la vente de ce bouquin, tu vois, de distribuer des royalties auprès de ta communauté. Et ça, c'est un passive income aussi, ça, tu vois. Donc voilà, tout se tient. On va vers ce monde-là. Je pense que ce qui est intéressant dans le monde du Web3, et quand on regarde l'évolution, et peut-être que les gens ne se sont jamais posé cette question-là, comment est-ce qu'on arrive à ce Web3 aujourd'hui? On a eu au départ un Web 1 dans les années 95 qui a émergé, où la fabrication de contenu était très très compliquée. On avait un outil formidable qui nous donnait accès à du contenu dans le monde entier, mais produire du contenu et le publier sur Internet, c'était très 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 compliqué. Et donc on avait des sociétés, essentiellement les médias traditionnels, qui étaient celles qui produisaient en fait ce contenu parce qu'elles avaient l'appareil pour produire en fait ce contenu. Puis est arrivé le Web 2
qui a cassé complètement ce modèle-là et qui a dit « Ah ben non, mais maintenant, les outils, on vous les donne aux individus. » C'est ce qu'on a appelé le « User-Generated Content », où finalement, c'est plus TF1 qui fabrique de la vidéo, mais n'importe qui aujourd'hui sur YouTube est capable de fabriquer de la vidéo et de la diffuser. Sauf que ça se passe sur des plateformes qui sont, elles, centralisées, et bien évidemment, c'est elles qui ont monétisé ce contenu et qui ont utilisé la data et qui le monétisent essentiellement à travers de la publicité. Aujourd'hui, le Web3, c'est finalement la capacité de dire, non seulement les outils, vous les avez, mais ce contenu n'est plus sur des plateformes centralisées et vous ne devez pas vous conformer au modèle de monétisation que vous imposent ces plateformes. C'est-à-dire que tu as les outils pour produire ce contenu-là et en plus, tu as un autre outil super intéressant qui te permet de construire le modèle économique qui va avec sans aucun intermédiaire. Ouais. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux construire en tant que freelance mon espace Notion qui va te permettre de devenir un hyper freelance. Mais tu vends ça à travers des tokens dans le Web3 et donc du coup ne pas être... Mais la communauté qui va avec, la communauté qui va avec et l'accès en fait à ce Notion, etc., c'est toi qui le contrôles. Et moi je dis souvent qu'il faut construire la communauté avant même de construire ses produits. Qu'est-ce que tu penses? Parce que là tu décris la chose un peu à l'inverse. Non, pas forcément. Moi, je pense que tu as raison. C'est-à-dire que le modèle traditionnel, et je reviens à ce que je disais auparavant, c'est-à-dire que le modèle traditionnel qu'on a essayé de nous imposer, c'est de dire fabrique du contenu pour fabriquer une audience, et cette audience, demain, tu vas la monétiser, elle peut devenir une communauté. Là, effectivement, ce que je suis en train de dire, et c'est exactement ce que tu dis, c'est pas du tout ça. C'est tu peux créer d'abord une communauté autour d'un projet. Écoutez, il y a une façon très simple de le comprendre. Hein. C'est du Kickstarter. Hein. C'est ce que Kickstarter fait. Hein. Donc, Kickstarter, c'est un projet. Tu le présentes à ta communauté et tu vas pouvoir faire du crowdfunding. OK. Donc, là, c'est exactement la même chose que c'est sur des micro-projets. Ça pourrait être une newsletter, machin. Tu vas pas monter un Kickstarter pour créer une newsletter. En fait, c'est pour ça qu'il y a encore, en tout cas en France, beaucoup de gens qui pensent que monter un Kickstarter, être sur Kickstarter, ça va faire la réussite de leur projet. Alors qu'en fait, il faut qu'ils aient déjà la communauté pour arriver sur Kickstarter. Absolument. Donc, tout l'enjeu, et moi je le vois parce que tu vois, là j'avais une centaine d'étudiants en projet startup et leur dire avant d'imaginer votre produit, avant de développer, avant de lancer votre site, de monter vos boîtes, mais commencez par engager et montrer que vous êtes capable déjà d'avoir une audience juste parce que vous racontez, ensuite de faire que cette audience parle entre elles et puis bon, effectivement si on peut aller donc créer une communauté à partir de votre audience. Ça. Et créer après ce que toi tu appelles un collectif pour co-construire votre produit, mais c'est un truc, c'est hyper dur à faire passer, c'est-à-dire qu'ils me regardent avec des grands yeux, quoi, il faut plus le community on top, c'est un mot qu'on se passe mais personne ne l'applique vraiment. Il y a un côté très diesel dans l'application. Or aujourd'hui les gens pensent qu'il faut pour réussir un projet avoir de l'argent pour acheter des Facebook ads, tu vois, et c'est vraiment difficile de faire passer le message que en fait si tu t'intéresses personne, si tu n'es pas capable d'embarquer, tu n'arriveras pas à lancer ton produit. Et tu es la preuve même avec Uncut et avec Silicon Carnet, c'est que tu as commencé à intéresser des gens, à avoir 5000 personnes qui t'écoutent, 5000 personnes qui ont voulu échanger entre elles, et de façon asynchrone en plus, parce que comme tu l'as dit, tu as testé des choses, et en fait, effectivement, quand tu es dans le métro ou en train d'écouter ton podcast en courant, tu peux pas réagir, etc. Donc avec quelque chose qui est un peu différent, donc tu as été capable d'écouter ces gens-là pour leur créer un espace d'échange, de discussion, mais avant de pouvoir monétiser. Absolument. Et non, mais tu as absolument raison. Je pense que ce que les gens confondent, c'est que les gens disent non, mais j'ai une communauté et en fait, ils ont juste une audience. Ou quelquefois même, ils n'ont même pas d'audience. Ils ont 3 likes. Et donc, mais je pense que tu as mis le doigt sur le truc. C'est-à-dire que. Mais après, je pense que la grosse différence avec le modèle traditionnel, c'est que je pense pas qu'on ait besoin de millions d'une audience avec des millions de personnes. Les plateformes, elles ont besoin d'avoir des millions de personnes. Mais toi, il y a un essai qui est très connu de Kevin Kelly qui s'appelle 1000 True Fans. C'est-à-dire que, et Lee Jim derrière a même écrit 100 True Fans, où elle fait des calculs et elle démontre qu'avec 100 fans super engagés, mais 100 fans qui te payent 100 balles tous les mois parce qu'ils croient véritablement à ce que tu es en train de faire, ok, et ça te fait 10 000 balles par mois, quoi, tu vois, et 10 000 balles par mois, ça devient un full-time job, facilement, quoi, même beaucoup moins, quoi, en fait, peut devenir un full-time job. Maintenant, la question, et c'est là où c'est pas si simple que ça, c'est pas de l'abonnement,
pour donner 100 balles par mois. C'est-à-dire que les gens, pour qu'ils te donnent 100 balles par mois, il faut qu'ils aient l'impression de faire partie de ce collectif. C'est-à-dire qu'ils aient l'impression de co-construire ça avec toi, de façon peut-être moins engagée que toi, mais en tout cas d'avoir l'impression de faire partie de ce truc-là. Et donc, pour qu'ils aient l'impression que ce soit véritablement le cas, il faut que tu partages la propriété de ce que tu construis avec eux. Et c'est là qu'on a besoin du Web3 et c'est là qu'on a besoin de la blockchain pour faire ça. Ok, donc pour être un hyper freelance, ce que nous on appelle solopreneur très basiquement parce que on dit qu'ils ont productisé et que les créateurs économiques. L'hyper freelance, c'est le solopreneur qui scale. C'est ça, exactement, mais c'est d'abord un solopreneur qui scale. Mais la première skill de l'hyper freelance, c'est le community builder. C'est d'abord d'être capable de construire. Mais c'est même pas une question. Ça, je pense que ça, c'est une skill qui est pas simplement pour les solopreneurs, c'est pour tout le monde, quoi. Personne là aujourd'hui. Enfin, regarde, si je prends les stats de LinkedIn, sur 100% de gens qui sont connectés sur LinkedIn, 99% des gens lisent, ne commandent pas, et c'est seulement 0,1% qui commandent, qui like, et 1% qui interagissent. Non, mais, oui, mais Elodie, tout le monde n'est pas, des entrepreneurs. Je suis d'accord, mais ce que je veux te dire, c'est qu'il donc il y a 1%. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a 1% d'entrepreneurs. Mais oui, bien sûr. Et moi, je pense pas qu'on est dans hyper freelance aujourd'hui. C'est qu'il faut d'abord. Non, mais ce que dit Klaus, c'est qu'il n'y a pas que. Mais tout le monde ne le souhaite pas. Hein. Non, puis ceux qui sont chefs d'entreprise ont aussi besoin de créer une communauté autour de leur start-up, etc. Ou une marque, n'importe qui a besoin de créer une communauté. Aujourd'hui, ça suffit pas de mettre ton produit sur des panneaux publicitaires pour qu'ils se vendent. Hein. Oui, ou de les mettre en ligne. Tu veux dire que ça sert à rien que je mette un maillot de bain de 2 pièces et que j'aille à Dubaï, moi? Ah bah, je suis déçu. Là, ça peut si tu commences à publier sur TikTok, tu vas juste avoir un collectif là. Tous ces enseignements sont fort riches. Je vais pas te bloquer ta journée là-dessus. On dit un mot de Diaspora Ventures? Ouais, comme si c'était pas suffisant. D'ailleurs. On sait que tu es hyper actif, Carlos, c'est pas, il n'y a pas besoin de... Mais en fait, c'est marrant parce que c'est pas la première personne qui me dit ça, mais en fait, je suis pas du tout un hyperactif. C'est-à-dire que très honnêtement, j'ai pas besoin je suis pas quelqu'un qui est hyperactif, je suis même plutôt un hypermou, moi, quoi. Je suis plutôt un mec feignant, quoi. Ça, c'est la perception que tu as de toi, pas du tout. Non, moi, je suis persuadé que les fainéants, comme il dit, le fainéant est très efficace parce qu'il préfère ne pas travailler. Non, mais tu vois, l'hyperactif, c'est quelqu'un qui, il a le sentiment que s'il ne fait rien, il n'est personne. Tu vois, c'est-à-dire qu'il n'est pas, tu vois, il a le sentiment de ne pas exister. Moi, j'adore ne rien foutre. Hein. Moi, ça me pose aucun problème, quoi, après, de rien foutre pendant 1 an, quoi. Bon, bah écoute, je t'envoie un H, et puis je vais continuer à courir toute seule. Mais donc, je pense pas être un hyperactif. Moi, j'adorerais ne plus rien foutre, hein, très honnêtement. Je sais pas, je m'embarque dans des projets parce que je suis passionné et que je me dis qu'il faut que je les fasse, mais c'est au prix d'un énorme effort. C'est vraiment au prix d'un énorme effort. Ça me coûte. Donc, tu peux être passionné et pas avoir envie de te lever le matin. C'est compliqué pour moi à comprendre ça. Non. Je me lève le matin, mais je suis passionné, mais je suis surtout mu par une sorte de purpose, quoi, de mission, quoi. Il faut que je le fasse, quoi, en fait, quoi, tu vois. C'est pas parce que, tu vois, mon corps m'oblige à faire des choses ou mon esprit m'oblige à faire des choses. Non, c'est juste que je pense que c'est important de les faire. Parmi ces choses-là, je pense que j'investis dans les startups. J'ai depuis 5 ans investi dans 95 startups. Il était pas hyper actif, mais bon, tout va bien. Non, mais je sais pas. Mais je fais pas ça tout seul. D'abord, je fais ça dans le cadre là, je fais ça dans le cadre de Diaspora, où j'ai un partenaire qui s'appelle Marvin, que vous connaissez, que vous aviez rencontré à San Francisco, qui était l'ancien patron de 500 Startups. Je ne pourrais absolument pas faire ça tout seul. Et donc voilà, j'ai une activité d'investisseur, mais activité d'investisseur, vraiment, moi, je ne gère pas des centaines de millions. C'est mon argent, celui de quelques amis qui me font confiance parce qu'ils savent que j'ai un peu le nez creux. Et donc voilà, je fais des investissements sur une thèse très très particulière où on investit que sur des entrepreneurs européens qui sont sur le sol américain. Voilà, on pense que on est là pour aider la diaspora européenne. C'est pour ça qu'on s'appelle Diaspora Ventures. Il y a plein d'entrepreneurs
qui sont venus aux États-Unis et qui ont échoué ou qui ont réussi, peu importe, on s'en fout. Et quand ils vont recréer leur nouvelle start-up, ils vont la créer aux États-Unis. Ça, c'est absolument évident. C'est-à-dire que quand tu as joué au Barça, en fait, tu reviens pas jouer au Havre. Donc, ou alors vraiment, c'est que tu adores le Havre, ou alors que tu as vraiment mal joué au Barça. Il a pris le Havre, il a pas pris Limoges, t'as vu? Ah, il a pas pris Limoges, je suis très déçu. Ou Limoges. Moi, je suis de Limoges, donc voilà, ou Limoges. Il y a des belles startups. Non, un jour, j'ai dit ça et j'ai parlé du Havre, mais je me suis engueulé parce que m'a dit non, mais le club du Havre, c'est génial, machin, etc. J'ai dit, ok, d'accord, c'est génial. Je suis pas en train de dire que c'est nul, mais c'est pas le Barça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas en train de parler du Real Madrid ou du Barça. Donc voilà, ça c'est le premier. Donc ça, on cherche ce genre d'entrepreneur-là. Le deuxième, et là ça va être très intéressant avec tous les licenciements qu'il y a dans la Silicon Valley, c'est-à-dire qu'il y a plein de managers dans des startups américaines qui laissent leur taf en fait pour monter leur startup. Et ils ont la culture américaine, ils ont été formés au modèle américain, etc., etc. Et ça peut être des très très bons entrepreneurs. Et d'ailleurs, avec tous les départs qu'il y a dans la Silicon Valley, je pense qu'on va voir. J'ai bien lancé la Ponycorn Academy là-bas. Et voilà, je pense qu'on va voir beaucoup d'entrepreneurs super talentueux émerger de ces licenciements. Parce que d'abord, ils vont pas trouver de boulot ailleurs. À leur niveau, effectivement, ouais. Voilà, et puis parce que tout le monde est en train de virer en même temps, c'est le propre de la Silicon Valley. Quand il y en a un qui, c'est un peu comme, c'est quand il y en a un qui bouge, il y a un effet domino. Et donc voilà, ça c'est une cible qui nous intéresse. Hein. Et puis une troisième cible, c'est des entrepreneurs qui sont peut-être, ils visent le marché américain, ils sont peut-être encore en Europe, mais leur mindset et leur marché est le marché US. Hein, et on sait qu'ils vont pas tarder à débarquer. Donc voilà, grosso modo, les trois. Alors, je reçois beaucoup de projets. Alors, je le dis d'ailleurs à vos éditeurs, si vous avez un projet qui est déjà rien que les slides, hein, moi, s'il y a le signe euro sur vos slides, non, mais s'il y a le signe euro sur vos slides, c'est même pas la peine de m'envoyer. Alors ça, je ne lis même pas. En fait, je traite des trucs. Oh putain, le mec me parle en euros, le mec me parle de la France ou la fille. Hein, me parle de la France, c'est peut-être très intéressant, mais c'est pas fait pour moi. Moi, c'est pas du tout ce que je cherche. Mais ce que tu veux dire, c'est pas euro-dollar, c'est plus avoir une pensée globale tout de suite et pas être. Oui, mais attention, c'est pas un jugement de valeur que je fais là. Non, mais c'est important de se dire, j'imagine moi, je pense international voilà. tout de suite. Dans les startups, il y a trois types de startups, il y a plein de types de startups, mais une façon que j'ai de caractériser, en tout cas, le marché des startups. Tu peux avoir une start-up locale, ok, c'est-à-dire qui règle un problème local, et il y a plein de localités avec des problèmes très très spécifiques qui méritent d'être réglés avec de la technologie. Un très bon exemple de ça en France, c'est vente privée, réglementation des sols. C'est pas un truc, c'est vraiment un problème ultra français que tu trouves même pas en Espagne. Quoi, mais alors, comment on fait pour te séduire quand on fait un business comme ça, par exemple? Ah bah non, mais moi, ça ne m'intéresse pas. C'est pas que c'est pas intéressant. Sur la loi AGEC, par exemple, ça t'intéresse pas, des choses rien à foutre. Mais c'est pas que c'est pas intéressant. C'est pas que c'est pas intéressant. C'est pas ma thèse. C'est pas ma thèse. Donc ne m'envoyez pas des projets si vous réglez des problèmes locaux. C'est pas ma thèse. C'est-à-dire que moi, ma question que je me pose, c'est comment est-ce que je peux vous aider? Je suis pas sur votre marché local, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Tu sais quoi, ce que tu as parlé là? Je sais même pas de quoi tu parles. Je sais même pas de quoi tu parles. On t'envoie tout de suite le pavé de déclaration de loi. En France, au premier. Non, mais ça, je sais pas. Je ne sers à rien. Quoi, tu vois ce que je veux dire? Je ne sers à rien. Et donc, moi, je suis pas là. Je suis pas un ATM. Je suis pas là pour distribuer de l'argent. Je suis là pour être. Pour avoir une valeur, pour créer de la valeur. La vision ATM, excuse-moi, faut que je fasse ça même avant. Ouais, voilà, je suis pas, tu vois, il n'y a pas d'argent qui sort de ma gueule, donc m'envoyez pas ça. Après, t'as des projets il y a des projets qui sont globaux, c'est-à-dire qu'en gros, ils règlent des problèmes qui existent partout dans le monde entier, ok. Et peu importe d'ailleurs où tu es, en fait, je sais pas, moi, je vais te donner un exemple de ça. Je sais pas, moi, c'est Salesforce. Je veux dire, il n'y a pas de CRM spécial pour le Benelux. Tu vois ce que je veux dire? C'est un CRM et avoir même une mentalité particulière, tu sais. Non, mais c'est vrai que... tu vois ce que je veux dire? Le software as a service, c'est souvent global, quoi, from day one. Non, mais entre le local et le global, il y a ce que j'appelle le multi-local, ok?
qui est que, certes, tu règles un problème qui est global, mais tu ne peux pas fournir ce service globalement from day one. Un bon exemple de ça, c'est Uber ou Airbnb. C'est ça. Ce problème, il est global, mais ils ont commencé d'abord à San Francisco, puis ensuite New York, etc., parce que la mise en œuvre de ce projet et la résolution de ce problème ne peut se passer que localement, plaque par plaque. Ça aussi, ça ne m'intéresse pas non plus, en fait, parce que... Donc, il te faut des projets dans le Web3 qui touchent tout le monde tout de suite. Non, pas forcément dans le Web3. J'investis pas que dans le Web3. J'ai fait beaucoup d'investissements dans les... J'ai fait 12... sur les 12 derniers mois, j'ai fait 11 investissements dans le Web3. Donc, j'en ai déjà fait beaucoup. Et je compte même pas mon propre projet là-dedans. Mais non, j'investis... j'allais dire dans le métaverse. Mais j'investis dans le métaverse aussi. J'investis dans le SaaS. Parce que Marvin, il adore tout ce qui est SaaS, etc. C'est du boring software, en fait, mais ça marche. Et la place de l'impact dans tout ça, parce que quand on t'a rencontré en 2017, c'était très tôt. On commençait, je crois, quand on est parti, on commençait à rajouter des slides sur la partie impact des projets. Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes? De l'impact, c'est-à-dire l'impact social, sociétal, environnemental. Notamment, enfin moi je sais que par exemple pour moi... Mais tu t'adresses à qui là? Tu t'adresses à l'investisseur ou... Oui, l'investisseur. Quand tu parlais aujourd'hui des pitchs que tu regardais particulièrement, ok, il faut qu'il y ait une vision globale, que ce soit en dollars, on a bien compris. Le Web3 c'est quelque chose qui te tente. Aujourd'hui, moi le Web3 je ne le vois pas pour la gamification, etc. Mais il y a plein de sujets impact qui sont hyper intéressants à travers le Web3. Le Web3, c'est une meilleure répartition de la richesse, hein. Donc ça a clairement un impact social énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a vu sur Internet, que les richesses étaient concentrées entre les mains de quelques sociétés et de quelques plateformes omnipuissantes. Et le Web3 permet une meilleure répartition de la richesse qui est créée par les individus. Donc je pense que ça a un impact évident. Mais ne soyons pas hypocrites. J'entends parler beaucoup en France de fonds impact, machin, etc. Ah, ça vient de la Silicon Valley, hein. Non, je crois pas. Le Silicon Valley n'est pas très... il y en a eu 2-3 et ça a été une tache d'huile, tu vois. Il y a eu ce côté... Écoute, l'investissement dans la Silicon Valley, les startups, c'est une industrie, hein. On fait des startups dans la Silicon Valley comme on fait des films à Hollywood, hein. Donc c'est pragmatique. Non, mais c'est un business. C'est fait pour faire de la thune, hein. Bien sûr. C'est pas fait pour sauver le monde. Tu peux te nicher, hein. Alors, si maintenant tu arrives à faire de la thune en sauvant le monde, c'est génial, quoi, en fait. Mais il faut pas être... voilà, moi, mes clients, c'est pas les startups, hein. Moi, mes clients, c'est les LP, hein. C'est les gens qui m'ont confié de l'argent. Et eux, s'ils m'ont confié de l'argent, c'est pour que... Un jour, ma fille m'a demandé, c'est quoi ton métier? Je lui ai dit, mon métier, c'est de prendre de l'argent à des gens riches pour les rendre plus riches. Malheureusement, c'est terrible. Mais c'est ça, mon métier. C'est-à-dire que si ces gens m'ont confié de l'argent, c'est pour que je leur en rende plus. Sinon, ils vont arrêter de m'en donner. Bon, tu m'envoies ta fille, je lui expliquerai un peu la vraie version derrière. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu comprends bien que moi, je veux bien que les fonds se transforment tout d'un coup en une sorte de truc pour sauver la planète, mais on n'a pas besoin des fonds pour ça. Depuis quand est-ce qu'on file de l'argent à des banquiers pour sauver la planète, quoi? Faut arrêter les conneries, 2 minutes. Il y a plein d'associations. Si vous voulez sauver la planète, donnez votre pognon et n'attendez pas de retour sur investissement. Et donnez-le à Greenpeace, donnez cet argent-là à WWF, à plein d'associations caritatives qui font des trucs absolument merveilleux et n'attendez pas un retour sur investissement là-dessus. Moi, j'ai un devoir de retour sur investissement. Donc, si je peux trouver des projets qui sont positifs pour la planète, mais c'est génial. Mais c'est quand même secondaire, hein. Mon premier objectif, c'est de retourner de la thune aux gens qui m'en ont confié, hein. Et tous les gens qui disent le contraire, alors soit ils travaillent avec de l'argent public, c'est possible, hein. Et il y en a beaucoup en France, hein. C'est l'argent de la BPI, c'est l'argent de je sais pas quoi, ou de grandes sociétés qui savent plus quoi foutre de leur pognon et qui... et voilà. Moi, c'est pas mon cas. Moi, j'ai les gens qui me confient de l'argent, ils attendent un retour sur investissement de l'argent qu'ils m'ont confié. Donc, bien évidemment, je ne vais pas investir cet argent-là pour fabriquer des missiles, pour envoyer sur la gueule des Ukrainiens ou des Russes. On est d'accord. Je ne vais pas investir cet argent-là pour faire du pétrole ou dans le jeu ou etc. Ce serait pas rentable, t'exagères. Mais non, mais ça peut être très rentable. Donc, bien évidemment, c'est pas ça. Mais c'est quand même du business. Donc, je cherche de la tech qui a de la valeur et dont la valeur est véritablement,
qui est pas forcément juste des non-profit, quoi, tu vois. Ok. Et autre question qui pique. T'as 2 filles, tes papas, elles sont grandes maintenant. Ouais, elles sont grandes. Hein. Ouais. Et dans tes investissements aujourd'hui, quelle est la place des femmes dans laquelle t'investis? D'abord, dans Diaspora Ventures, on a pas mal de female founders, en fait, de femmes entrepreneurs à la tête de nos startups. C'est pas la majorité, hein, parce que on n'y arrive pas. Mais sur les 32 investissements qu'on a fait, il y en a 8. Donc c'est à peu près 25%, ce qui est pas mal déjà, en fait. C'est beaucoup bien au-dessus. Et 10 fois plus, de la moyenne. Que tu reçois à peu près un dixième des dossiers sont portés par des femmes. Donc... Non, mais je crois que la moyenne dans la Silicon Valley, c'est 2,5%, un truc dans ce genre. Donc c'est largement au-dessus. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est 2,5% de femmes CEO de start-up dans la Silicon Valley et financées par des fonds, c'est encore moins. Quoi, en fait, quoi. Non, mais oui, tu as raison. D'abord, démographiquement, il y a moins de projets portés par des femmes. Donc, ça, c'est vrai. Mais il faut pas dire ça. Moi, je considère que c'est trop facile de dire ça parce que ça donne une bonne excuse en disant ouais, je veux bien investir dans des femmes, mais il y en a pas. Il faut aller les chercher. En fait, c'est pas vrai qu'il y en a pas. Il y en a plein, en fait. Sauf que c'est souvent des entrepreneurs qui ont quelque part des fois un sentiment d'imposture et qui n'osent pas. Tout à l'heure, ce matin, je vais pas donner de nom, mais j'ai un entrepreneur, très honnêtement, c'était déplorable. C'est-à-dire que c'est de n'importe quoi, de l'à peu près, une arrogance, une sorte c'est pas grave, je vais la lui faire. Et puis alors moi, si tu veux, ça fait des projets, j'en ai vu quand même un petit peu. Donc maintenant, je me fâche plus, je fais semblant. Quand je dis ouais, c'est super intéressant, je le fais à la passive agressive américaine. Tu nous manquerais là. Mais tu vois, une femme, elle te ferait jamais ça. Jamais. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de projets de start-up portés par des mecs, mais il y a beaucoup de merde. Et beaucoup de la merde, en fait, elle est portée par des mecs. Quoi. C'est-à-dire que quand je vois un projet de... Non, mais c'est parce que les mecs, ils ont l'impression qu'avec 2 élastiques et un cure-dent, avec leur sac à dos avec un sac à dos et 2 œufs durs, en fait, ils vont te faire un truc incroyable, etc. Donc, il y a beaucoup de merde. Et généralement, la merde, c'est souvent de la part des mecs qui pensent qu'ils ont une sorte de légitimité naturelle à pitcher des trucs sans avoir fait le travail. Ou aussi une confiance en eux qui fait qu'ils se disent que ça va le faire. Et en fait, c'est tout notre système patriarcal, hein, et c'est tout ce qui fait qu'on a hérité de ça. Je leur en veux pas non plus à eux, quoi. En fait, c'est comme ça. C'est notre société qui a été construite comme ça. Les femmes, quand elles viennent avec un projet, il est généralement beaucoup mieux pensé. Et elles ont une forme de conviction par rapport à leur projet qui fait qu'elles n'essayent pas de te la faire à l'envers, elles n'essayent pas c'était pas du vaporware. Si elles sont devant toi, donc moi généralement, je vais les chercher. D'accord. Et deuxièmement, quand j'ai une femme, j'écoute beaucoup plus que si c'était un mec. Parce que je me dis, si je l'ai en face de moi, c'est pas que c'est un truc rare, mais c'est que si elle vient en face de moi me présenter son projet, c'est qu'elle a certainement réfléchi beaucoup plus qu'un mec. Donc elle est valorisée. 10 points de plus. Voilà, et ça ne veut pas dire que je vais investir. Hein. Ça veut pas dire mais c'est intéressant d'avoir ton... Je peux ne pas correspondre à ma thèse, je peux ne pas être d'accord avec son projet ou quoi que ce soit. Mais il y en a moins, mais la qualité est bien meilleure. Moi, je peux te dire que... Je donne un exemple. J'ai investi dans le projet de Barbara Belvisi de Interstellar Lab, qui crée des stations de vie. Demain, vivre sur des planètes exogènes. Je veux dire qu'une fille comme ça, en fait, regardez la qualité de ses decks, la qualité de sa vision, la qualité de son exécution, c'est juste hallucinant.
Voilà, toutes les femmes que j'ai sur Diaspora Ventures en ce moment, avec qui je travaille, je suis scotché. Donc, du coup, tu nous les on envoies va chercher. pour inspiration. On a besoin de femmes inspirantes. Barbara Belvisi, c'est une femme absolument incroyable. Vendredi, demain, j'aurai dans mon émission Crash It avec Marvin, Eve Alimi, qui est à New York et qui fait une start-up dans le domaine de la fintech pour la Gen Z. Elle a créé une application pour permettre aux femmes d'investir. Et c'est une fille absolument incroyable. J'ai une fille qui vient de Géorgie, qui est une grosse geek, un gros développeur, qui a créé un outil pour générer de la documentation de software à travers un outil d'intelligence artificielle. En gros, tu lui donnes le code et ça te pond la documentation de tes API automatiquement, rédigée en super anglais et mise en forme absolument géniale. Bah, elle est géorgienne, la fille, le pays, pas de la Géorgie, l'État, en fait, des États-Unis. Elle vient d'Europe de l'Est. C'est une tronche. Elle a bossé chez Microsoft dans le département d'intelligence artificielle. Elle a fait, je sais pas si c'est Harvard ou Stanford, ou je sais pas quoi, en fait. Mais non, c'est des profils incroyables, quoi. En fait, on en a 8 comme ça, et je pense à Clem qui est en train de monter un projet qui s'appelle Slush, S-U-S-H. Où elle est en train de réinventer le Tamagotchi sur ton téléphone, sur le home de ton téléphone. Elle vient de lever avec Andreessen Horowitz et Lightspeed, qui sont deux fonds absolument incroyables. C'est juste génialissime ce qu'elle est en train de faire. C'est un projet extra. Donc moi, j'essaye de chercher des projets portés par des femmes, et en plus, c'est beaucoup plus agréable pour moi en tant qu'investisseur, très honnêtement. Non pas... je parle pas, quand je dis agréable, ne vous méfreinez pas, c'est pas une question, c'est pas une question d'esthétique. Non, mais intellectuellement, tu sens que c'est quelque chose de... Non, intellectuellement, mais il y a des mecs aussi très très intelligents. Non, mais c'est surtout émotionnellement. Oui, dans la relation. La relation est beaucoup plus... j'ai pas l'impression de me faire avoir. Non. Il y a une forme d'authenticité avec les entrepreneurs femmes. Elles ne mentent pas, parce que voilà, il y a beaucoup moins, c'est pas du tout à l'ego, quoi. J'aime bien le tout à l'ego. Allez. Ce sera un excellent mot de la fin. Ce sera un excellent mot. Voilà. Merci beaucoup. On a été Carlos, ravis. Qu'est-ce qu'on te passionnant. souhaite? Qu'est-ce qu'on te souhaite pour les jours à venir? Une version 3 d'Uncut de Malade Mental? Ouais, surtout que oui, il faut que voilà, quoi, c'est pas infini, ce truc-là. Moi, je suis aussi dans une situation de mort imminente, et donc ouais, non, qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter? Souhaitez-moi que pourvu que ça dure, en fait. Voilà. Moi, ça, on n'est pas très inquiet. Pourvu que ça dure. Merci. Je te remercie. Je vous embrasse. Bisous. Je peux te faire un paquet d'oseille, Le capital, c'est fou. Ah oui, ça. Les voitures, c'est foutu. Ma boîte, mon histoire, l'émission des gens inspirants qui se racontent sans se la raconter. Si je te dis ça, c'est parce que je t'aime bien.